Jordan, je ne suis pas porte-parole de la gauche. Moi, je suis plutôt ici pour parler des animaux, donc je ne sais pas ce que la gauche va faire. J'ai envie de préserver la biodiversité. J'aime le loup pour ce qu'il est. J'aime les loups pour ce qu'ils sont. Ce sont des êtres à part entière. Saïdi, bonjour. Vous êtes ex-investigateur pour L214 et contributeur We Animals. Bienvenue chez Frontières. Messieurs, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Jordan, tu parlais dans ta chronique depuis quelques jours, une possible taxe sur les animaux de compagnie est dans le débat public. Cette taxe existe aujourd'hui en Allemagne, mais pour l'heure pas en France. On écoute l'avis de Robert Ménard sur le sujet. En particulier pour les vieilles personnes, un chien, c'est essentiel. Moi, je connais des gens, figurez-vous, je connais des gens qui se privent pour leur chien tellement il est important. Quand vous êtes tout seul, c'est essentiel. Et puis, ça participe de choses importantes aussi, c'est que ça oblige les personnes en question à sortir. Thomas Saïdi, bonjour. Merci d'être venu chez Frontières. Alors je vais vous dire, extrêmement honoré de vous recevoir parce que vous étiez chez L214. C'est pas commun pour un média de droite de recevoir quelqu'un comme vous, mais ça devrait se faire parce que la question animale, elle est extrêmement importante. On a fait un sondage là-dessus, j'y reviendrai. Et vous êtes, vous, un ancien investigateur de L214. Vous avez travaillé sur les abattoirs de chez Bigard. Vous êtes photographe aussi pour We Animals. Enfin, vous montrez de manière générale la question animale. Et pourquoi je voulais vous faire entendre Robert Ménard, c'est que c'est une personnalité de droite qui s'exprime sur cette question et on a encore du mal aujourd'hui en France à droite à traiter de ces questions animales. Le Rassemblement national a beaucoup évolué sur la question. Marine Le Pen est connue pour sa proximité avec les chats. Elle est éleveuse. Voilà, donc on a travaillé sur ces sujets à droite, mais là, il y a un sujet, la proposition de taxer les animaux de compagnie. D'abord, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? D'abord, bonjour Jordan, bonjour Louise, merci de me recevoir. Effectivement, c'est vrai que c'est rare de recevoir des gens dans des médias de droite qui parlent de la cause animale. Mais moi, à partir du moment où on m'invite pour parler de cause animale, je pense que c'est une bonne opportunité d'en parler. Donc, merci de nous offrir cette opportunité. Au sujet de la taxation des animaux, moi, là, tout de suite, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va servir aux animaux ou à l'État ? Actuellement, les principales problématiques au sujet des animaux domestiques, ce sont les abandons. Comme vous l'avez dit, il y a 45 000 abandons par an. Les refuges sont débordés, n'arrivent plus à recevoir de nouveaux animaux qui sont abandonnés. On a aussi des problèmes de maltraitance sur les animaux. Et aussi des problèmes de stérilisation des animaux qui errent, qui se reproduisent. Donc ça, on va dire que c'est les trois principales problématiques à traiter. Alors, est-ce que cette taxe va contribuer à travailler sur ces problématiques ? Moi, là, tout de suite, je ne crois pas. J'ai plus l'impression que c'est une manière d'aller chercher de l'argent chez les Français, dans les caisses de l'État. Donc, si ça permet pas de travailler sur ces problématiques, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. On parlait donc de l'avis de Robert Ménard. De manière générale, la droite française se prononce très peu. Alors moi, j'en parlais dans une chronique récemment. On a Marion Maréchal, par exemple, qu'on n'attend pas sur ces sujets, mais qui s'est prononcée pour protéger les phoques qui sont menacés. La Commission européenne, avec Ursula von der Leyen, a relancé un audit sur un règlement qui date de 2009 qui protège les phoques, qui interdit l'importation en Europe de produits dérivés des phoques, notamment la peau, la fourrure, les oméga 3 qui sont conséquentes d'un massacre de ces phoques. Mais c'est vrai qu'on entend difficilement la droite là-dessus. Pourquoi, à votre avis, la droite française a du mal à se prononcer sur la condition animale ? Alors ça, je pense que c'est une question que déjà vous devriez poser aux personnes qui représentent les partis de droite. Alors moi, vous avez pu échanger, vous, avec certaines personnes Très peu, non, très peu. J'en ai pas beaucoup rencontré. Après, j'ai quelques idées. Je voudrais aussi parler de quelque chose. Par exemple, les personnes de droite, souvent, comme vous dites, défendent les phoques, ou en ce moment, il y a des mairies qui affichent le portrait de Paul Watson. Alors, je vais quand même rappeler donc, que Paul Watson, c'est un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui informe, qui alerte, qui dénonce, et qui parfois empêche la chasse, la pêche d'animaux marins. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en France aussi, on a des lanceurs d'alerte. J'en ai fait partie. Il y a des associations en France qui fonctionnent sur ce principe, avec des lanceurs d'alerte. Je pense à Nos Vivienda avec Pierre Rigaud, L214. Et là, justement, on parle de l'actualité et du budget. Il y a un amendement qui vient d'être proposé par un député du Rassemblement national qui s'appelle Eddy Casterman, qui vient... proche de Marion Maréchal, d'ailleurs. Proche de Marion Maréchal, sûrement. Et cet amendement vise à, on va dire, asphyxier les associations de lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'ils veulent empêcher les personnes qui donnent de l'argent à des associations anti-chasse de bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc,
sous prétexte qu'il y aurait des intrusions illégales sur des sites de chasse. Mais c'est exactement les mêmes pratiques que Paul Watson. Donc ce que je voudrais dire, c'est que dès lors qu'on touche à la culture française ou à l'économie française, la cause animale, j'ai l'impression qu'elle ne compte plus pour les personnalités de droite. Donc c'est peut-être ça le problème. Vous avez créé un débat là au sein de Identité Liberté sur la question animale. On a posé la question à nos lecteurs sur le site Frontières. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui ne se connectent pas encore assez souvent au site d'y aller, frontières.fr. La cause animale est-elle un sujet de préoccupation pour les électeurs de droite ? Oui à 66%, non à 34%. C'est assez mitigé, c'est-à-dire que même nos lecteurs chez Frontières sont assez partagés sur la question. On n'a pas vraiment le sentiment que les électeurs de droite s'en soucient. Vous parlez de 45 000 abandons par an. Vous connaissez bien le sujet puisque en tant qu'ancien investigateur de L214, vous êtes rendu dans des abattoirs. Je voudrais qu'on réécoute un extrait. Louise va peut-être le lancer. Totalement. Thomas Saidi, vous avez longtemps investigué pour L214 et vous avez récemment confié ce que vous avez pu voir à nos confrères de Vatica. On écoute tout de suite. J'ai une image qui m'a beaucoup marqué parce que j'étais aussi un poste de contrôle des estomacs, des panses. Et de temps en temps, je trouvais des fœtus de bovins. Et à un moment, j'ai vu une panse qui était d'une couleur assez noire. Je l'ai ouverte et en fait, dedans, j'ai retiré 2 veaux qui étaient morts-nés, en fait, qui étaient sûrement morts depuis 2 mois dans le ventre de sa mère. Et la vue de ces 2 petits veaux noirs là, ça c'est une image qui m'a fortement marqué. Ouais. Thomas Saidi, donc vous êtes rendu dans des abattoirs Bigard, on a entendu votre témoignage, vous avez vu des choses tout bonnement atroces. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle a été votre expérience chez Bigard ? Ouais. Alors moi j'ai travaillé déjà dans plusieurs abattoirs aussi du groupe LDC qui fournit le marque Le Gaulois, donc abattoir de dinde. Et là donc pour parler de l'abattoir Bigard, je travaillais en tant qu'agent vétérinaire, donc j'étais fonctionnaire, enfin j'étais contractuel mais je travaillais pour la fonction publique. Et mon rôle c'était de contrôler la salubrité de la viande et aussi le bien-être animal. Alors là, on va dire que pour essayer de synthétiser, j'ai noté trois choses majeures. Il y avait l'abattage sans étourdissement, qui est une horreur absolue. Il y a aussi l'abattage de vaches gestantes, qui faisait que je retrouvais des fœtus sur mon couloir de panse. En fait, dans cet abattoir, et dans la plupart des abattoirs, on envoie des vaches gestantes à l'abattoir. Ce sont des vaches qui sont prêtes à mettre bas. Et on les abat, et du coup, on récupère le fœtus. Et en plus de ça, Bigard se fait du bénéfice là-dessus, puisqu'il prélève le sang du fœtus pour vendre du sérum de veau fœtal. Enfin voilà, il y a tout un commerce autour du sang des fœtus de vaches. Ça sert à quoi ? Ça sert à faire des tests pour les laboratoires. Ça sert pour la médecine, la science. D'accord. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est un peu le déclin de la fonction publique, puisqu'il y a vraiment les services vétérinaires qui ont une carence énorme. À la fois pour le recrutement et la formation, puisqu'ils ont beaucoup de difficultés à recruter, que ce soit des agents vétérinaires ou des vétérinaires, puisque les vétérinaires, c'est plus un métier qui est attirant, en tout cas vétérinaire en abattoir. Donc ils sont obligés de recruter à l'étranger. Et pour les agents vétérinaires, en fait, il y a quasiment personne qui veut faire ce poste. Ce métier n'est pas attirant. Donc, on se retrouve avec des sous-effectifs, des personnes du coup qui ne peuvent pas être formées. Moi, je suis arrivé, en fait, on m'a demandé de contrôler la viande et de contrôler le bien-être animal. Et au bout d'une semaine, j'étais autonome. Donc, ça présente vraiment un risque à la fois de salubrité et aussi c'est un danger pour les animaux. Comment vous traitez la question de l'abattage rituel dans ces abattoirs ? Est-ce que c'est une question qui se pose ? Quelle est la réglementation ? J'ai pu rencontrer personnellement un agriculteur au moment de la crise agricole il y a 1 an de ça à Bruxelles. C'était lors d'un déplacement avec Marion Maréchal d'ailleurs, qui était au contact des agriculteurs, et un agriculteur lui disait que 80% de la viande produite en France était halal. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Alors, j'ai pas les chiffres sur le pourcentage de viande halal en France. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a 2 modes d'abattage dans les abattoirs. Il y a l'abattage dit conventionnel, donc les animaux sont étourdis avant, au moyen d'un pistolet à blanc, une sorte de tige qui vient perforer l'animal. Et on a l'abattage donc sans étourdissement, où la vache est égorgée tout en étant consciente. Là, dans l'abattoir dans lequel je travaille, ça représente à peu près 50% d'abattage. 50% d'abattage qui a été fait donc sans étourdissement, pour des raisons religieuses. Pas forcément. Pour des raisons religieuses, oui, mais parfois. Alors, pour des raisons religieuses, mais il y a aussi des fois une surproduction de viande d'abattage halal, parce que la viande halal est plus facile à écouler dans le commerce, on va dire, classique. Oui, c'est-à-dire que c'est une clientèle en face. Dans la distribution. Non, dans le sens où on peut vendre une viande abattue halal dans le commerce traditionnel, c'est-à-dire que vous pouvez acheter de la viande
sans savoir qu'elle est halal, alors que l'inverse n'est pas possible. Vous pouvez pas vendre une viande qui n'est pas halal en halal. Donc pour pallier à... Des Français consomment de la viande halal sans savoir qu'ils mangent du halal. C'est ça, voilà. Et donc la question qui se pose et qui intéresse aussi nos auditeurs, sensibilité plutôt à droite, c'est à gauche on n'arrive pas à résoudre cette question, c'est vrai, de l'abattage rituel, on ne veut pas froisser les communautés musulmanes, mais c'est vrai que cette question se pose aussi, il y a eu un débat au sein même du parti Reconquête sur l'abattage rituel pour la viande cachère. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment cette sensibilité pour la question musulmane en France à gauche qui fait que ça empêche, ça crée une contradiction chez des électeurs de gauche, ou en tout cas chez des associations de gauche pour la condition animale, de se dire oui mais enfin on va pas critiquer l'abattage rituel parce que sinon on va froisser les musulmans. Est-ce qu'il y a ce tabou à gauche? Ouais. Alors, je voudrais juste déjà revenir sur un point. Vous me demandiez pourquoi aussi la droite avait tant de mal avec la cause animale. Moi, au moment des élections, j'avais regardé les programmes des différents candidats. C'est ça, quand on regardait le programme de Marine Le Pen et du Rassemblement national, et le seul point concernant le bien-être animal au niveau des abattoirs, c'était la fin de l'abattage sans étourdissement. Alors pour moi, c'est une bonne chose. Il faut interdire l'abattage sans étourdissement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le gazage des cochons. Les cochons en France, à 15% des cochons sont abattus, sont étourdis, sont gazés au dioxyde de carbone ou alors un mélange de gaz. Ça provoque d'énormes souffrances. Les dindes sont baignées dans un bain d'eau électrifiée. Également, ça pose énormément de problèmes. Donc je voudrais juste parler de ce point-là. Et ensuite, pour revenir sur votre question, évidemment, il y a, on le voit bien récemment, j'ai vu certaines interviews par exemple de Manon Aubry, il y a eu une certaine difficulté à assumer le fait de vouloir interdire l'abattage sans étourdissement, parce qu'une partie de l'électorat est musulman. Donc ça, pour moi, c'est problématique. Pour moi, la religion ne devrait pas prendre le dessus sur le bien-être animal. On peut le voir déjà dans les débats. Normalement, la Commission européenne interdit l'abattage sans étourdissement des animaux, mais il y a une petite dérogation pour les pratiques religieuses. Pour moi, ça, c'est problématique. Oui, c'est très problématique. Enfin, quand on voit les souffrances, alors pour l'anecdote, pour nos auditeurs, j'ai été végétarienne pendant 5 ans et j'étais très très sensibilisée, notamment par L214. Il y a des choses qui sont potentiellement critiquables, on entend tout, mais je trouve que c'est important aussi de notifier qu'effectivement, il y a une souffrance des animaux aujourd'hui qui n'est pas prise en compte. Le bien-être animal n'est pas suffisamment mis en avant par nos politiques, effectivement, que ce soit de droite et gauche, et je pense que ça doit être un grand sujet pour les années à venir, parce que pas seulement pour l'écologie, mais simplement car c'est aussi du bon sens. On ne traiterait pas comme ça nos animaux de compagnie. J'avais 2 sujets qui me viennent en tête avant de passer au 3e sujet sur ce rapport gauche-droite. Alors je précise, Marine Le Pen avait aussi prévu de créer un secrétariat d'État dédié à la cause animale, ce qui ne s'était jamais vu proposé dans un programme. Vous, je crois que vous connaissez Hugo Clément, qui dirige le média Vatita qu'on salue et qui est un des influenceurs les plus influents, c'est le terme, sur la cause animale en France. Mais il y a 2 sujets, et c'est souvent ce qui froisse les électorats de droite vis-à-vis de cela, c'est qu'on a l'impression que la gauche, dont il y a cette contradiction sur la cause animale par rapport à la religion musulmane, mais il y a aussi un sujet de oui, mais les écologistes en France, ils ne résolvent pas le problème de l'immigration, ils ont un problème avec les vagues migratoires, et il y a aussi le sujet des violences. On le voit aujourd'hui en France, la plupart des violences commises envers les animaux viennent malheureusement de certaines populations. On l'a vu dans des quartiers, de jeunes qui jettent des chatons par leurs fenêtres, des jeunes, parfois des voyous de banlieue qui agressent des chiens. Est-ce que la gauche va faire une sorte d'aggiornamento là-dessus et reconnaître parce que c'est vrai que si on fait le parallèle, la gauche a du mal à reconnaître qui agresse aujourd'hui en France les LGBT, qui agresse les juifs. Est-ce qu'elle va enfin reconnaître qui agresse les animaux et faire enfin son aggiornamento sur la question de l'immigration avec l'écologie? Alors Jordan, je ne suis pas porte-parole de la gauche. Moi, je suis plutôt ici pour parler des animaux, donc je ne sais pas ce que la gauche va faire. Mais pour parler d'incohérence, moi vraiment mon combat c'est les animaux. Donc l'incohérence, il y en a à droite, il y en a à gauche. Vous me parlez de violence sur les animaux, mais j'ai en tête une image je crois que c'était un ancien député du Rassemblement national qui s'appelle Collard, quelque chose comme ça. Gilbert Collard, qui était sur un bateau, qui jetait un poulpe sur Marine Le Pen. Enfin bon, de la violence sur les animaux, il y en a à droite, il y en a à gauche. Et je suis pas ici pour être un porte-parole de la gauche ou de la droite, donc je vais pas me prononcer sur cette question. J'entends. On va passer à l'extrait suivant sur la COP16, je crois. Exactement, c'était ce lundi 21 octobre à Cali, en Colombie.
C'est passé la 16e conférence des parties sur la biodiversité, la COP16, qui doit concrétiser l'engagement pris à Montréal en 2022 de protéger 30% de la planète d'ici 2030. On écoute l'hymne qui a introduit cet événement capital pour notre planète. Ça fait du bien d'entendre ça. Dans la matinale de Frontières, je tiens à dire que mes collègues Alexandre Medjalzin, Nicolas Crocat, ils vont nous rejoindre, se marrent derrière les caméras. On leur posera la question si le bien-être animal les préoccupe. Alors la COP16 se lance donc en Colombie avec cet hymne magnifique de la Colombie, mais qui est pris, chanté, en tout cas remixé par des animaux des oiseaux qui ont vocation malheureusement à disparaître. Cette COP16, elle a vocation à défendre la biodiversité. On a vu récemment une polémique sur 500 animaux morts dans un zoo en Angleterre. Et puis il y a aussi cette polémique sur les loups en France. Thomas Saidi, est-ce qu'il est urgent de préserver et de défendre la biodiversité en France et dans le monde ? Mais évidemment, évidemment, ça dépend de quel côté on se place, quelle est notre idéologie, mais moi, aimant les animaux, étant un amoureux des animaux, j'ai envie de préserver la biodiversité. J'aime le loup pour ce qu'il est, j'aime les loups pour ce qu'ils sont. Ce sont des êtres à part entière. Il y en a que 1000 en France, par exemple, donc pour parler des loups. J'en ai 1003 précisément. Voilà. Il y a 1003 loups en France, je crois que la population est en déclin, donc c'est clairement pas le moment de baisser leur protection. Donc c'est vrai que là, en ce moment, il y a Ursula von der Leyen qui mène un combat contre le loup. Il paraît que c'est parce que son poney a été dévoré par un loup en 2022. Décidément, elle n'aime ni les phoques ni les loups. Voilà, donc c'est une revanche personnelle. Donc non, évidemment que la biodiversité, il faut la protéger, c'est extrêmement important. On ne peut pas survivre sans les autres animaux. Et justement, pour parler un peu de cette perte aussi d'animaux sauvages, de biodiversité, elle est aussi également liée à l'élevage. Puisque par exemple, quand on parle souvent de déforestation d'Amazonie, c'est principalement pour faire des terres agricoles, pour nourrir le bétail, y compris en France. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de souveraineté alimentaire en France par rapport à ça non plus, parce que on importe du soja pour nourrir les animaux en France, nourrir les bovins, les cochons, etc. Alors les loups, vous le disiez, il y en a 1003 et ils seraient responsables de seulement 0,066% des moutons européens attaqués. Néanmoins, les éleveurs en France sont vent debout contre les loups. Qu'est-ce que vous leur dites à ces éleveurs de moutons qui se voient attaqués par des loups ? Alors déjà, effectivement, merci de le rappeler, c'est une proportion qui est pour moi infime. J'ai aussi vu des témoignages d'éleveurs qui parlent de leur détresse de voir leurs animaux morts. Je tiens quand même à rappeler que ces mêmes éleveurs envoient leurs animaux à l'abattoir. Donc je pense qu'ils sont plus touchés par peut-être la perte économique, mais absolument pas par la perte de leurs animaux. Et je pense qu'il y a d'autres solutions. Je pense qu'on peut cohabiter avec des prédateurs comme les loups. Et il doit y avoir forcément des solutions financières. Peut-être qu'on peut mettre en place des indemnisations en cas de perte d'animaux. Mais j'ai pas trop envie d'entendre parler de détresse psychologique suite à la mort de leurs animaux. Je trouve ça un peu déplacé. Alors, effondrement du nombre de manchots jugulaires, des tortues imbriquées ou encore des éléphants de la forêt d'Afrique. Est-ce qu'il y a des animaux que nos enfants risquent de ne jamais connaître ? Certainement. La perte de la biodiversité, c'est un phénomène qui a toujours existé, qui s'amplifie. On est actuellement sur une 6e extinction de masse. Donc il y a des espèces qui sont en train de disparaître. Ça c'est certain, donc ça va s'accélérer. Donc oui, nos enfants ne verront pas certains animaux, des animaux qu'on a eu la chance de voir dans le passé. On va continuer de suivre avec Frontières la COP16 et on en profite pour passer le message à travers vous à Hugo Clément, directeur de Vaquita Media. Il est le bienvenu ici avec moi pour un grand entretien. Je serai ravi de le recevoir. Merci beaucoup Thomas Saidi, c'était vraiment un plaisir et ça fait du bien aussi de voir des profils qui se différencient des autres qu'on a tendance à recevoir, même si c'est aussi un plaisir évidemment, mais ça change et c'est super. Je rappelle aussi qu'il y a une marche aujourd'hui, une mobilisation que Brigitte Bardot a rappelée sur son compte Twitter pour Paul Watson, donc ce mercredi 23 octobre à midi, place de l'Hôtel de Ville à Paris, donc ceux que ça intéresse. Et Frontières y sera. Et Frontières y sera. J'y serai aussi alors. Et bien à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à tous les deux.